Alors pourquoi le signal JAWAC booste un polygraphe? C'est tout simplement parce qu'il va combler les faiblesses de la polygraphie versus la polysonographie. Alors beaucoup d'entre nous font de la polygraphie ventilatoire. Qu'est-ce que vous comptez en polygraphie ventilatoire? Des apnées, des hypopnées à 3%, et vous divisez ça par un temps d'analyse. Et ça vous donne un IH qui, de facto, va être inférieur à celui de la polysonographie. Pourquoi? Parce que dans la polysonographie, on rajoute les hypopnées avec des micro-éveils, et au lieu de mesurer un temps d'analyse, on mesure un temps de sommeil total. Donc, si on doit optimiser nos polygraphes, il faut trouver un signal qui va identifier les hypopnées micro-éveillantes non désaturantes et un signal qui va déterminer le temps de sommeil total. Et c'est ce que je vais vous démontrer avec le signal JAWAC. Alors, le signal JAWAC, là, j'ai mis le résumé des études. En lecture automatique, le delta avec une polysonographie, c'est 5,24%. Et en lecture manuelle, ce n'est que 12,8 minutes. L'occasion pour moi de dire que quand on conçoit de l'intelligence artificielle, c'est l'axe 3 de mon groupe de recherche, on sait qu'en intelligence artificielle, il y a toujours un résidu. Le résidu, c'est ce que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais, jamais, jamais à résoudre. C'est pour cette raison qu'on a, dans les consensus, on dit qu'il faut toujours une lecture manuelle. On ne peut pas faire tout en automatique. Je fais écho à une question que vous avez posée tout à l'heure ce matin, monsieur. Il n'y a aucun appareil de polygraphie, de polysonographie qui n'est capable de voir les limitations de débit avec micro-éveil. Ça n'existe pas. Donc c'est pour cette raison que vous avez une dissociation entre ce que vous observez en pratique courante, cliniquement, et les résultats de vos examens. Il faut avoir une lecture manuelle, ça c'est obligatoire, des limitations de débit avec micro-éveil. Ça n'existe pas aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Deuxième point, le signal JAWAC permet d'identifier les hypopnées désaturantes que l'on s'associe à des micro-éveils. Et là, le delta n'est que de 2,2 événements. Donc, entre une bonne lecture manuelle et le fait que le signal ne rate que 2,2 événements, on commence à se rapprocher du gold standard qui est la polysonographie. Le signal JAWAC, ça ressemble à ça. Donc là, vous êtes sur une période où le patient est éveillé. On a un signal complètement erratique. Vous voyez que là, quand même, la lecture automatique peut quand même vous aider parce que c'est quand même assez facile. Et puis là, vous avez ici un patient qui dort. Il est ici, dort. Et vous voyez, vous avez une sinusoïde. Ça, c'est un enfant, un adulte, pardon, qui dort et qui est en train de dormir calmement. La bouche est stable, hein, elle ne bouge pas. C'est quand même assez simple, manuellement, de corriger. Ça fera peut-être l'objet de l'atelier de demain matin. Là, je vous ai mis une slide perso, d'un montage perso qu'on avait fait il y a quelques années au CHU, où on avait mis le signal JAWAC dans un polysomnographe. Alors, vous avez ici le signal JAWAC, c'est sur 5 minutes. Ici, vous avez aussi 5 minutes, donc ce n'est pas des époques de 30 secondes, hein, j'ai mis 5 minutes. Il y a des grosses patates sur l'électromyogramme qui correspondent aux fermetures de bouche. Fermeture de bouche, grosse patate. Fermeture de bouche, grosse patate. Et vous avez ici des micro-éveils quand on est en lecture de 30 secondes sur l'époque. Alors, en quoi le signal JAWAC devient incontournable pour le diagnostic? Il réduit le gap avec une polysonographie. Il permet d'avoir un temps de sommeil total estimé JAWAC. Il permet d'avoir des hypopnées micro-éveillantes estimées JAWAC. Maintenant qu'on a dit comment, pour qui? Alors, je rappellerai là une étude qui me semble être importante, qui est l'étude multicentrique française coordonnée par Jean-Claude Meurice et qui visait à comparer les performances des PPC en mode autopiloté versus constante sur un critère de jugement fort, c'était l'observance. Ça, c'était le critère de jugement principal. Et dans cette étude, il y a plein de critères de jugement secondaire qui sont très intéressants, donc je vous encourage vraiment à lire cette étude. Il y en a un en particulier qui est que ces patients avaient tous une polygraphie ventilatoire à 3 mois. C'était systématique, c'est dans le protocole de recherche. Donc ce sont des patients qui sont en centre expert, et vraiment des experts, là je ne parle pas d'experts, c'est des experts nationaux, avec des observances thérapeutiques à plus de 5,6 heures. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'étude SAVE, New England Journal of Medicine, l'observance est 3,2 heures. Je ne sais pas si c'est des experts dans SAVE, mais en France, par contre, ceux qui ont fait cette étude, c'est des vrais experts. Et donc ces experts, ils ont quand même eu un suivi à 1 mois, avec les données machines, un suivi à 2 mois, et ils font la PV à 3 mois. Et à 3 mois, c'est 18% des patients qui gardent un IH supérieur à 10. Donc ça veut dire que quand dans un protocole de recherche, on fait une polygraphie ventilatoire systématique, on trouve 18% de patients qui ne sont pas corrigés. Après, ne perdons pas de vue que c'est le symptôme qui prime. On n'est pas là pour traiter des chiffres. Et c'était, si on reprend un petit peu l'historique, je sais que Pierre aime bien les historiques, recommandation 2010, un enregistrement polysomnographique sous PPC est recommandé en l'absence d'amélioration suffisante clinique et ou d'effets secondaires, après correction des effets secondaires. Si on prend, puisqu'on m'a demandé de parler de l'orthèse, par contre, c'est une recommandation de contrôler systématiquement l'efficacité du traitement par orthèse. Et ça fait quand même écho à la nécessité du renouvellement de l'orthèse. Pour ceux qui renouvellent des orthèses,
il y a nécessité d'avoir fait une polygraphie ventilatoire au moins pour démontrer qu'on a 50% de l'IH qui a disparu. Sinon, le médecin conseil peut refuser le renouvellement. Et je vous rappelle que ce compte-rendu doit être joint à la demande d'accord préalable. Ça fait écho à des recommandations beaucoup plus récentes de l'American Academy of Sleep Medicine. Le contrôle polygraphique ou polysomnographie n'est pas systématique dans la PPC, sauf si on a des symptômes malgré l'observance de la PPC. Le contrôle doit être systématique dans l'orthèse. Et puis, il y a des possibilités. On peut faire un contrôle si on a une grosse variation de poids, possible si on a une hypoventilation alvéolaire initiale, je vais y revenir dans quelques instants, possible si évolution cardiovasculaire, et possible si les données de PPC sont inexpliquées. Pour l'hypoventilation alvéolaire initiale, c'est un signe sémiologique très fort. Quand vous avez de l'hypoventilation sur votre courbe de saturation de la nuit, sans événement apnéique, il est indispensable de faire un contrôle, au minimal par oxymétrie sous PPC. Sinon, vous allez laisser passer, l'IH sera contrôlé, vous garderez toujours une hypoventilation. Alors, à toutes ces recommandations se rajoutent des recommandations récentes. Ça, c'est une recommandation du SAS central qu'on a faite en 2023, où on rappelle que la caractérisation centrale obstructive des événements par PPC étant parfaite, quand tout ce que vous avez essayé de faire a foiré, il faut faire un contrôle polygraphie ventilatoire. Et si ce contrôle est fait, il ne doit pas être fait n'importe comment. Dans le cadre des recommandations de la Société française, c'est la SFRMS-SPLF, il n'est pas recommandé d'utiliser des capteurs de sang piézoélectriques. Vous savez que c'est des capteurs qui peuvent poser d'énormes problèmes de pseudo-respiration paradoxale. Il est recommandé de ne pas utiliser une seule sangle. Et il est recommandé d'associer au sangle au moins un signal d'effort supplémentaire. Caractériser des événements, en particulier les hypopnées centrales, ce n'est pas simple. Donc on a besoin d'un signal supplémentaire. Et là, ça fait un petit peu écho au concept du 2.5. Je vous rappelle qu'on a plusieurs outils pour caractériser la nature centrale obstructive d'un événement. Alors, la PESO, c'est le gold standard, mais on n'en met pas. On a le débit et les sangles de base, et puis on a le choix entre un temps de transit du pouls, un capteur trachéal, un EMG intercostal, le mouvement mandibulaire, qui est le sujet que je vous présente, et puis la PTCO2. Et là, j'aimerais qu'on aborde ensemble une notion qui n'est pas forcément simple et intuitive, qui est que l'effort, il y a effort et effort. Quand on a un signal JAWAC, par exemple, on peut avoir deux biomarqueurs et deux concepts de l'effort. C'est valable pour d'autres biomarqueurs comme les sangles. Vous êtes sur une copie écran, là, je veux savoir si mon événement est central ou pas. Bon, je regarde mes sangles, je vois qu'il n'y a pas d'effort, ça fait central. Je regarde mon capteur d'effort JAWAC, je vois très bien que je ne dépasse pas mes 0,3, a priori, je suis en centrale. OK, je viens de caractériser un événement central obstructif. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir du tout avec la maladie effort respiratoire. Quand vous êtes face à un adulte qui a un SARVAS ou quand vous êtes face à une thrombose de type 1, on est là sur de l'effort respiratoire qui est une authentique maladie. On a démontré récemment, c'est une étude de Grenoble avec Jean-Louis Pépin qui montre que, par exemple, l'effort respiratoire sur un signal de mouvement mandibulaire, c'est associé à la prévalence de l'hypertension artérielle. Bien plus que ne l'est l'index d'apnée, le RDI et tout ce que vous voulez. Donc là, on est sur le Respiratory Effort Related Arousal, qui est une anomalie de l'effort respiratoire. Et pour ceux qui sont moins familiers, qui ne font pas de polysomnographie, en polysomnographie, on définit un RDI, qui est la somme de tout ce qu'on a vu tout à l'heure et de ce qu'on appelle les RERA. Et les RERA, c'est quoi? C'est nos limitations expiratoires de débit quand vous avez une annule casale. Et alors là, normalement, on doit avoir un micro-éveil à chaque fois. Mais ça peut être aussi le RERA PESO, si vous aviez mis une PESO-phygène, ça se fait plus. Mais ça peut être aussi le RERA du temps de transit du pouls, ça se fait beaucoup plus, y compris chez l'enfant. Ou quand on a le temps de transit du pouls qui augmente et un micro-éveil, ça compte pour un respiratory effort related arousal. Et là, on enrichit notre mesure des anomalies respiratoires. Et le signal JAWA qui permet cela. Alors, je vous ai mis ici une copie écran sous PPC. Vous avez ici des courbes de débit. Alors, cette courbe de débit, si vous regardez bien les événements, on est sur 5 minutes, vous avez des exemplaires de courbes de débit qui sont strictement normales, d'autres qui sont un petit peu anormales. Alors, on est entre le possible, le certain que ce n'est pas une anomalie du débit, là, c'est certain que c'en est une. Bref, on est dans une zone de gris. Quand on regarde les sangles, on n'a aucune opposition de phase, on est à 4,4%. Et quand on regarde notre capteur JAWAC, là, on a de l'effort, et un effort qui est très important. Et regardez bien, ça se finit par une fermeture de bouche qui signe le micro-éveil, et même le patient se réveille derrière. Et au moment où ça se produit, là, on avait le niveau de fuite, tac, il n'y a plus de fuite, parce que le patient a fermé sa bouche. Le patient était en effort, il ouvrait la bouche, au moment où il fait son micro-éveil, il ferme la bouche, bien entendu, les fuites disparaissent. Alors,
sur un rapport JAWAC de polygraphie, on va avoir nos scores habituels, hein, décubitus dorsal, etc. Puis là, on va avoir des indices particuliers. Ça, c'est l'index d'apnée JAWAC avec les hypopnées JAWAC. Et puis le RDI JAWAC, où on aura les RERA JAWAC qui auront été validés. Puis on a des courbes comme celle-là, où là, c'est la courbe de pression machine, le rouge étant la fin de l'expiration. Et puis là, la distribution des événements en fonction des positions. Et puis on a même la possibilité d'avoir, comme ici, une titration. Alors ça, c'est une titration qui est faite avec les éléments que l'on score manuellement, hein. On peut avoir un scorage automatique, mais il faut scorer manuellement. Et vous voyez, dans ce cas-là, j'ai une P90 RDI qui est à 11,78. Regardez bien, j'ai encore des hypopnées aussi. Bref, ce patient est strictement sous-pressurisé. Il faut augmenter les pressions de traitement. Alors pourquoi on s'intéresse au RDI et pas qu'à l'IH? Les recos françaises, encore une fois, cette fois-ci, c'est la somnolence d'une excessive résiduelle sous PPC. Il est écrit dans les recos que pour que la PPC soit considérée comme efficace, il est recommandé d'obtenir un RDI inférieur à 5. Alors pourquoi un RDI et pas un IH? Alors, il y a de multiples travaux, je n'en montrerai qu'un, qui est le travail Princeps de Jean-Claude Norris, qui doit nous quitter normalement l'an prochain. Et c'est une façon pour moi de lui faire hommage. Donc c'est un travail fondamental, pour moi, très très robuste, socle pour plein d'autres équipes, dont des équipes italiennes. Ce qu'a fait Jean-Claude à l'époque, c'est qu'il a fait une titration sur les limitations de débit versus une titration sur l'index d'apnée-hypopnée. Et puis après, au lieu de s'intéresser à de l'Epworth, il s'est intéressé au TME, et il a montré que le TME, il était amélioré de manière très significative quand on titrait sur l'imitation de débit, pas quand on titrait sur l'IH. Et alors depuis, il y a bien d'autres équipes italiennes en particulier qui ont reproduit les données de Jean-Claude. Alors, en quoi le signal JAWAC devient incontournable pour le diagnostic sous PPC orthèse? Il est compatible avec la ROCO SAS centrale, SFRMS, SPLF sur il faut générer un signal d'effort central obstructif et JAWAC. Et puis, il mesure les RERA efforts pour essayer de limiter le recours aux polysonographies, puisque ce n'est pas toujours simple d'avoir une polysonographie selon où on est. Maintenant, je vais parler un petit peu de pratico-pratique. Comment on fait un enregistrement? Alors, un polygraphe avec un JAWAC, c'est quoi? Vous avez le polygraphe, vous rajoutez les deux capteurs, et en fait, vous le connectez, c'est fini. Ça, c'est quand on est en diagnostic ou en diagnostic sur orthèse. Quand on est sous PPC, c'est un petit peu plus délicat, dans le sens où on doit rajouter, et je vais vous expliquer pourquoi, une ligne de pression qui est ici, avec ici un capteur de débit qui ne sera donc pas on va utiliser un débit qui n'est pas le débit de la machine, et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas utiliser le débit de la machine. Et puis vous aurez ici un raccord qu'on rajoute aujourd'hui, il n'était pas initialement, ça c'est un vieux dessin, ça c'est le montage qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que quand on mettait le capteur de pression trop proche du masque, on déséquilibrait le masque. Or, on a de plus en plus de patients qui ont des masques narinaires. Donc si vous déséquilibrez le masque, vous avez des fuites qui sont générées artificiellement par la mesure que vous venez de faire. Et on ne mesure pas au cul de la machine parce qu'il y a une perte de pression liée à la perte de charge sur le tuyau. Donc on ne sait plus du tout ce qu'on mesure. Et d'autant plus que les prestataires mettent de plus en plus des tuyaux de 15, qui sont des petits tuyaux, et où la machine, la turbine des PPC, je vous rappelle, elle n'est pas faite pour des tuyaux de 15. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la notice constructeur de toutes les notices constructeurs, que ce soit S10, n'importe quoi. Vous regardez la notice constructeur, il dit qu'un tuyau de 22, ça marche mieux. Mais pour des raisons économiques que vous pouvez comprendre, les prestataires mettent des tuyaux de 15. Avant de rentrer dans le détail, j'aimerais quand même rappeler que le codage IH d'un docteur, ce n'est pas celui d'une machine. Ce n'est pas magique, une machine. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Le docteur, il code sur des critères American Academy. Les machines, chaque machine a ses critères de codage. Elles sont déposées, il y a des brevets. Elles peuvent de facto ne pas être les mêmes. Elles sont différentes du docteur et entre elles, ce n'est pas les mêmes. Et puis le docteur, il doit coder sur une anomalie de débit brut, alors que la machine code sur des débits linéarisés. Je vais venir tout à l'heure sur cette explication. Et puis le docteur, il a la saturation, éventuellement l'effort, le EG, bref. C'est un peu plus riche un codage docteur qu'un codage machine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder les courbes de débit machine. N'allez pas interpréter mal mes propos. On commence toujours par regarder, quand on fait un suivi machine, les courbes de débit machine. Mais on ne regarde pas le codage fabricant, on regarde son propre codage. Parce que le codage fabricant, on sait qu'il est de facto avec de nombreuses erreurs. Ça, c'est un papier publié l'an dernier, il y a un an pile, où quand on compare la lecture automatique de ce constructeur avec une lecture manuelle faite par cette équipe, on retrouve des différences de 10 points, plus ou moins 8, sur l'index d'apnée-hypopnée machine. On parle d'adultes, imaginez chez l'enfant. C'est le grand écart. Et alors pourquoi les courbes de débit sont utiles mais pas suffisantes? Bien entendu, si vous avez des anomalies de débit machine, vous allez les utiliser, vous allez mettre en place des actions correctrices et le plus souvent, Dieu merci, ça va corriger les anomalies. Mais
Par contre, si on a des courbes de débit machine et que votre patient est symptomatique, il faut faire une polygraphie, une polysonographie sous PPC, car la machine, en linéarisant sa courbe de débit, fait disparaître des événements. Et ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, le problème de nos PPC, c'est qu'il n'y a pas de pneumotachographe. Pourquoi ? Parce qu'une PPC, il faut que ça coûte pas cher et il faut que ça soit petit. Un pneumotach, ça vaut 600-700 €, une machine, ça vaut 300. Donc il n'y a plus de pneumotach dans les machines. Conséquence, c'est avec ce système-là qu'est fait les mesures de pression qui amènent le débit. Là, vous avez la turbine. Toutes les machines ont ce qu'on appelle un bypass, comme ça. Et à cause du bypass, qui est très proche de la turbine, déjà, il va falloir filtrer le signal. Quand on filtre un signal, on fait disparaître les limitations de débit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ATES 2017, c'est les recos de l'ATES 2017. Deuxième problème, on va avoir un flux qui n'est pas laminaire, qui n'est pas droit. Donc on ne va pas pouvoir faire la mesure de pression. Et les ingénieurs sont malins pour transformer un flux qui est un peu turbulent en flux laminaire, on en prend la racine carrée. Et je vais vous expliquer maintenant quelles sont les conséquences de la racine carrée au quotidien. Et vous comprendrez pourquoi il faut faire des mesures nous-mêmes et pas se fier aux machines. Pour commencer, on va regarder une polygraphie simple. Donc ça, c'est une polygraphie d'ailleurs Solnolter avec du Jawak, mais ce n'est pas le sujet là. Là, vous avez la courbe de débit qui est brute, telle qu'on doit les interpréter nous, d'accord ? Et vous avez un patient qui a un débit à peu près de 16 litres. On voit ici qu'il y a une hypopnée. Ici, c'est le ripsum. Vous vous souvenez, ce ripsum, c'est un signal qui est reconstruit à partir des sangles abdominales et qui permet de visualiser également les événements et qui est validé comme alternative par la American Academy. Et vous avez la désaturation. Là, vous avez une hypopnée désaturante. Tous les feux sont au vert. Maintenant, j'appuie sur un bouton et je linéarise mon signal de débit. Que celui-ci, d'accord ? Je passe déjà à 4 litres, c'est normal, parce que 4, c'est la racine carrée de 16. Et regardez ici, mathématiquement, j'ai une disparition de mon hypopnée. Alors, mon signal de ripsum qui n'a pas été linéarisé, j'ai toujours mon hypopnée et je désature toujours, bien sûr. La linéarisation d'un débit qui est effectuée dans les machines pour des raisons techniques de coût conduit à faire disparaître des événements. Alors, pour bien apprécier les conséquences, alors je sais qu'on est en postprandial, mais vous allez voir, c'est assez simple. On est là sur la partie gauche de la slide. Vous êtes avec une vraie mesure de débit. C'est vous qui mesurez votre débit. On va prendre un chiffre de 100 parce que 100, tout le monde va calculer que la racine carrée, c'est 10. Donc je suis avec un débit brut de 100. Je vois une hypopnée, 30%, ça veut dire que je vais voir mon débit à 70 litres. Jusque-là, tout le monde est OK. Maintenant, ça, c'était ce que je mesurais moi avec mon capteur. Que mesure ma machine dans le même temps ? Dans le même temps, elle fait une racine carrée, elle mesure 10 litres. Elle fait une racine carrée, elle mesure 8,36 litres. L'hypopnée a disparu. L'hypopnée a disparu. Alors, il faut savoir que les règles aujourd'hui de codage des hypopnées par les constructeurs font que la première hypopnée, chez 2 constructeurs, est codée à partir de 40%. Je vous rappelle que nous, c'est 30%. Donc, on prend notre calcul, on se met sur la partie droite, débit linéarisé, j'étais à 10 litres, j'imagine une hypopnée de 40%, ça fait 6 litres sur ma machine. D'accord ? Là, elle va dire, ah là là, il y a une hypopnée. Moi, qu'est-ce que je vois, moi, en débit brut ? 6 litres, j'en fais le carré, c'est facile, 6 x 6, 36. Je suis à 36 litres. Ça veut dire que je suis passé de 100 à 36 litres. J'avais, moi, quand elle voit 40% d'hypopnée, moi, j'ai déjà 64%. Qu'est-ce qu'on conclut ? C'est que les limitations de débit, les hypopnées de 30 à 64% seront mal diagnostiquées par les machines. N'allez pas conclure de ça que les machines ne disent que des choses qui sont erronées, ce n'est pas vrai. Je voulais juste vous sensibiliser au fait qu'il y a des trous dans la raquette. Les constructeurs ont développé, bien entendu, des parades, mais ne soyez pas surpris si vous réalisez vous-même un contrôle polygraphique avec un capteur, de voir une grosse différence, en particulier quand les événements sont des hypopnées. Ça peut arriver, et c'est fréquent, je vous rappelle, au moins 18% sur 600 patients d'une étude multicentrique française récente. Raison pour laquelle cette histoire de linéarisation, ça vous explique les recommandations à la fois du groupe pour la somnolence d'une excessive et du groupe pour le SAS central. Pour la somnolence excessive, on doit vérifier par PSG l'efficacité de la PPC avec une mesure du débit non linéarisé spécifique. Idem pour le SAS central. On doit faire une mesure avec un débit brut non linéarisé. Je vous ai beaucoup parlé d'index d'apnée-hypopnée, on va parler de fuite, parce que la fuite, c'est quand même le gros souci de la tolérance chez le patient sous PPC. Et comment la gérer ? Alors, comment la gérer ? Je vais faire encore du lobbying. Il y a des recos qui avaient été faites en association en plus avec les ORL.
En fonction du type de fuite rapportée par la machine, il y a des mécanismes avec des solutions, des actions correctrices qui ont été proposées par le groupe de travail. C'est la première étape. On ne va pas faire un enregistrement d'emblée. On commence par suivre les recos. Et au bout du bout, je vous rappelle que les recos disaient si le technicien fait ça, et que rien ne s'est bien passé, malheureusement, on appelle l'avis du médecin prescripteur. Le médecin prescripteur, c'est qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce que vous faites? Ce que je vous propose, c'est de vous intéresser à ce qu'on appelle les déterminants des fuites qui sont évolutifs au cours de la nuit. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec l'équipe de Grenoble aussi. Au cours de la nuit, ce qui peut modifier une fuite, c'est le niveau de pression, l'ouverture de bouche, l'effort respiratoire, la position et puis le stade du sommeil. Malheureusement, sur le stade du sommeil, il n'y a pas d'action correctrice, donc on ne va pas s'intéresser au stade du sommeil. Le principe, c'est le suivant. On est encore une fois sous simple polygraphie. On a un logiciel qui a été développé au décours de ces 2 études qui analyse la fuite non intentionnelle en permanence. On est là. Au moment où apparaît la fuite, il regarde ce qui se passe au niveau de la bouche ouverte, au niveau de l'effort respiratoire, au niveau de la pression machine et de la position. Et à partir de là, on fait des tranches de 10 secondes en 10 secondes et on va générer un tableau qui permet de savoir pourquoi il y a une fuite. Donc là, ça veut dire, par exemple, bouche ouverte, ça augmente de 220% la probabilité d'avoir une fuite. Effort respiratoire augmente de 160% la probabilité, alors que la pression est protectrice. Je vous donne un exemple. Ça, c'est un patient qui a 65 ans, 39 d'IH, il est obstructif, épreuve de 11, interface nasale, bouche sèche. Il a des fuites de machine, le technicien lui a mis un indicateur, c'est inefficace. Il dit, il a peut-être une fuite buccale, une mentonnière, on y met un masque facial. En fait, le patient, il ne veut rien. Il faut parfois savoir les écouter. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a bien une fuite non intentionnelle qui apparaît. On voit que le patient a une bouche qui ne s'ouvre pas. Donc, toutes les hypothèses qui étaient avec la bouche sont fausses. Et on voit que, par contre, il change de position. Et là, juste, vous savez, il y a des machines qui vous expliquent qu'elles voient quand la bouche est ouverte ou pas. Ils appellent ça la fin de fuite brutale. Sudden F-leak, c'est S-E-L. Là, vous avez un Sudden F-leak, d'accord? C'est juste qu'il a changé de position. Fin de mon commentaire. Et alors, chez ce patient, on génère le tableau et on voit que c'est la position non dorsale sur l'ensemble de la nuit qui augmente de 450% le risque de fuite non intentionnelle au seuil de 5 litres. Ça se règle, on le règle comme on veut. Donc ça veut dire que vous pouvez proposer un oreiller à trous, il faut vérifier le harnais du masque, parce qu'on a pu changer le masque, mais est-ce qu'on a vérifié le harnais? Et puis ça peut être aussi de mettre un masque, il y a des masques qui sont beaucoup plus rigides et qui vont éviter qu'ils se déplacent. Puis je vais vous parler maintenant d'un endotype. J'avais commencé ma présentation en vous disant ouais, les biomarqueurs, ça génère des endotypes. Ça, c'est un endotype qu'on a identifié avec Jean-Christian Borel, toujours de Grenoble. On appelle ça l'endotype augmentation des pressions. Et ça, c'est pas intuitif et c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Les fuites, dans ce cas de figure, sont liées à la bouche ouverte, à l'effort respiratoire, mais regardez bien, la pression est protectrice. Et là, il faut faire un reset, parce que c'est pas intuitif. En fait, le patient, il a des fuites, parce qu'il fait de l'effort, et sur l'effort, il ouvre la bouche, comme un enfant. Donc du coup, là, vous augmentez les pressions, vous corrigez l'effort, vous faites disparaître la fuite. Pendant des années, moi le premier, on avait la bouche qui était... Le patient disait, ça fuite, je sens l'air. Qu'est-ce qu'on faisait? On baissait les pressions. Donc là, cliniquement, malheureusement, on est un peu dépourvu. On a besoin d'un biomarqueur qui nous permet de le voir. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est peut-être rare. Pas du tout. Ça, c'est une série de 50 patients faits en soins libéraux. 50 patients consécutifs sur l'année 2018, si je me rappelle bien. Eh bien, l'endotype pression augmentée, c'est que des patients avec un masque nasal. C'est 9 sur 50 patients. Donc c'est quand même 20%. Et ça a été pour nous une grande découverte parce que pendant des années, on ne montait pas la pression, on la baissait. Bref, en quoi le signal JAWAC devient incontournable? Il permet une mesure du déterminant des fuites. Alors on m'a demandé de parler de l'orthèse, je ferai une seule slide sur l'orthèse parce que ce n'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise, mais par contre, je sais lire un tracé sous orthèse. Dans mon activité libérale, on utilise surtout des orthèses biblocs. J'ai un correspondant qui fait que des monoblocs, qu'une monobloc, pardon. Donc là, ça va surtout concerner l'orthèse bibloc, les orthèses biblocs. Il y a une énorme controverse dans la littérature qui est de dire est-ce que quand j'ouvre la bouche, ça perturbe ou pas l'efficacité de l'orthèse? Et surtout, est-ce que quand j'ouvre la bouche, ça génère ou pas des événements? Il y a quand même une hétérogénéité qui laisse à penser que chez certains patients, cette ouverture de bouche est un problème.
Et là, bien entendu, comme avec votre mesure de capteur JAWAC, vous savez quelle est l'ouverture de bouche, il suffit de faire un enregistrement sous JAWAC et de générer ce petit tableau. Donc ça, c'est 2 patients différents, regardez bien. Vous avez l'abaissement mandibulaire médian, donc qui est ici. Donc chez ce patient, on est à 7,2 mm, et ça, c'est en ordonnée. Vous avez les événements. En abscisse, c'est l'ouverture de bouche. Plus j'ouvre la bouche, donc là, je suis à 0, 7,2, 11,7. On voit très bien chez ce patient que plus il ouvre la bouche, plus il y a d'événements. Ben là, on met en place des élastiques, et c'est magique, les événements disparaissent. Ça n'a rien à voir avec ce patient, qui lui a une ouverture de bouche médiane de 2,7 mm, où les événements ont lieu avant les 2,7. Là, ce n'est pas la peine de vouloir lui fermer la bouche, elle est fermée. Et là, vous allez augmenter l'avancée. Donc sur la base de ce test, on est là vraiment dans une médecine personnalisée, où on identifie des endotypes. On est capable de dire, lui, il ouvre la bouche, il fait des événements dessus, on met des élastiques. Lui, il a la bouche fermée, il faut augmenter l'avancée. En termes de trajectoire de soins, en termes d'épargne sur les contraintes, c'est majeur. Jusqu'à il y a encore quelques années, moi je faisais comme les autres, il y avait des événements, j'augmentais l'avancée. Voilà. Donc en quoi le signal JAWAC devient incontournable? Il permet une mesure d'ouverture de bouche, élastico-avancée. J'aurais pu vous montrer l'intérêt dans le TROS de type 1. En conclusion, j'espère vous avoir démontré que coupler un signal JAWAC à un polygraphe, c'est bien un niveau 2.5. Tout est à faire encore. Le niveau de preuve, il y a 2-3 équipes qui travaillent, il faut qu'il y en ait beaucoup plus. Il est indispensable qu'il y ait d'autres équipes qui travaillent sur ce signal et qui enrichissent le débat. Voilà, je vous remercie pour votre attention.